J'ai fait mon premier marathon, je me suis pas dit je vais l'essayer, je me dis je vais le terminer, je me fichais du chrono. Si je pense que je m'étais dit je vais essayer, à tout moment j'avais le droit de m'arrêter. La Covid nous a obligés de ralentir. Et je fais un parallèle avec la dépression. Il faut savoir que quand on fait une dépression, ça nous oblige à ralentir. Si on sort de l'autoroute, puis on commence à regarder les petits détails de la vie. Après la dépression, on reprend sa vie, il y a des choses qui reviennent, qu'on se rappelle. Quand on est bien avec soi, on est mieux avec l'autre. À partir du moment où on fait ce travail de conscience de soi, de conscience de l'autre, on participe à une humanité qui est beaucoup plus saine. Et j'ai compris très vite dans ma vie que la liberté, ça serait quelque chose d'important. Dans le chemin, il y a parfois des personnes qui vont pas croire en vous, qui vont changer. Il faut faire le tri, parce que sinon on n'avance plus. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Christelle. Bonjour Roger. On dit Roger ou Roger d'ailleurs? C'est une question qu'on me pose très souvent et en fait mon vrai prénom c'est Roger. Mais les gens... T'as raison, ça fait quand même mieux. Roger. Mais tu sais que c'est même pas moi qui ai choisi. Non mais je suis totalement d'accord. Quand je disais mon prénom, quand je disais Roger, les gens ne me croyaient pas. C'est pas possible, t'appelles pas Roger. Genre quand j'étais un peu plus jeune, je suis un peu plus vieux maintenant, on me fait non en fait Roger à 23 ans, c'est quand même très bizarre, les gens n'y croyaient pas. Et en fait, naturellement, quand je travaillais dans l'aérien, ils m'ont appelé Roger. Et là, bizarrement, d'un seul coup, c'est passé. Je me suis dit que je vais contrer cette truc de Roger. Et maintenant que je dis Roger, les gens ils font, est-ce que c'est ton vrai prénom? Donc en fait, je pense ce sera mon vrai, ma question. Bonjour Roger. Moi j'aime bien Roger. Allez, on passe sur Roger. Mais moi je vais t'en poser aussi une question qu'on pose à tous les invités rapidement, qui sera un peu la question de début pour tous les invités de ce podcast, qui est quelle est l'anomalie de ta vie que tu aurais aimé esquiver, en tout cas que tu aurais aimé dont t'aurais aimé te passer et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie de femme, d'entrepreneur, en tout cas dans ta vie tout court. Alors, ça me fait penser à une petite fille que j'avais eue il y a quelques années en arrière en consultation. Elle devait avoir, 7-8 ans et elle me disait « Mais Christelle, je vais quand même pas m'appeler Céline toute ma vie. » Et c'était extraordinaire cette réflexion parce que pour elle, ça n'avait pas de sens de dire qu'on était figé comme ça toute sa vie. Et je pense qu'en fait, l'anomalie que je vais m'approprier et avec laquelle je suis tout à fait OK, c'est le fait de me dire que je pouvais pas imaginer, quand je voyais les gens autour de moi, me dire je vais avoir le même métier ou je vais faire la même chose toute ma vie. Ça, c'était vraiment quelque chose, j'ai toujours été épris de liberté, quel que soit le sujet. Et en fait, c'est peut-être une anomalie dont j'ai fait quelque chose qui a du sens aujourd'hui, mais je ne me rends compte que maintenant. Parce qu'en fait, c'est avec le temps que j'ai pu associer les différents pans de ma vie pour dire qu'aujourd'hui, je comprends que ça a du sens. Voilà. Donc l'anomalie de ta vie, ce serait cette... C'est que j'ai eu plein de vies, j'ai eu 1000 vies. D'ailleurs, quand on me dit j'ai eu 1000 vies. La liberté même, en fait, l'envie de liberté, l'envie de choisir et de ne pas rester... Ça, c'est pas une anomalie, je te jure. C'est un fondamental. Et ce fondamental, il vient d'où? Tu sais avec un peu... Oui, je sais avec un peu de recul. L'avantage en tant que psy, c'est que on fait un gros travail sur soi qui ne s'arrête jamais. Puis il y a un truc aussi que je dois dire, on est entre nous. Personne n'écoute, bien entendu. C'est quand on consulte avec nos patients, eh bien, grâce à eux, on travaille aussi tous les jours. On continue de travailler tous les jours. Donc je les remercie. Parce que ils me font confiance, je leur fais confiance, mais grâce à eux, je grandis tous les jours. Et donc ce besoin de liberté, il est bien sûr, il s'est cristallisé, j'ai envie de dire jeune dans ma vie parce qu'on a tous des histoires de vie et des choses parfois difficiles à traverser. Et j'ai compris très vite dans ma vie que la liberté, ça serait quelque chose d'important à la fois en tant que femme. Je suis une femme de santé et surtout une femme engagée. Et puis peut-être que j'ai eu la chance d'avoir eu un papa. Il y a plein de gens qui disent dans leur vie, mes parents m'ont pas été ceci avec moi ou pas ceci. Moi, j'avais un père très atypique, un entrepreneur, mais très atypique. Et je raconte une petite anecdote parce qu'il y a des gens que ça ferait pas rire, mais moi j'ai trouvé ça drôle. On rigolait tous les jours. Par exemple, le jour de mes 18 ans, et sa petite blague, ça a été de vider entièrement ma chambre, mais entièrement. Et il y a des gens qui ont dit, mais non, mais ça se fait pas et autres. Moi, j'ai juste trouvé ça énorme parce que j'ai pensé à toute la journée qu'il a pris pour vider entièrement ma chambre et la mettre dans le grenier. Ça n'a absolument aucun sens. C'est juste pour me taquiner par rapport à ça. Tiens, t'as 18 ans, t'as dit que tu serais autonome. Voilà, donc c'était un petit joke. Et
Et il m'a transmis quelque chose d'énorme. C'était quoi que tu veuilles, mais ose, mais va jusqu'au bout, mais ose. Et ça, je trouve que c'est un magnifique cadeau parce que je sais aujourd'hui, par rapport à toutes les personnes qu'on accompagne, même toi, tu vois par rapport à ton métier, beaucoup de gens manquent de confiance en eux, ils osent pas. Et quand tu as dans ton patrimoine génétique cette possibilité de te dire vas-y, ose, je trouve que ça fait du bien. Et donc, je suis épris de liberté. Aujourd'hui, forcément, si les gens ne te connaissent pas, ils t'ont au moins déjà vu quelque part. On te voit beaucoup, on te voit à la télévision, on te voit sur les réseaux sociaux, tu prends la parole, t'es une experte dans plein de domaines, sur YouTube aussi, beaucoup. Donc forcément, ton visage, il nous dit quelque chose. En tout cas, ça, c'est les bouclettes. C'est les bouclettes, et ça te va plutôt très bien. On t'a déjà vu. Mais aujourd'hui, avant d'être aussi vu, et en tout cas reconnu pour certains, à certains moments, comment on passe de cet enfant qui a envie de liberté à ce que tu es aujourd'hui? Si on revient un peu en arrière, c'est cette petite fille qui est Christelle, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie qui l'a emmenée jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui? Alors juste avant de te répondre à ta question, je vais rebondir d'une petite anecdote parce que comme tu dis, on me reconnaît et en fait c'est assez subtil parce que j'ai un visage qui commence à être que les gens, ça fait 7e année de télé, donc on commence à l'incruster, à l'imprégner. Sauf que les gens dans la rue me disent on se connaît, hein. Et c'est ça qui est génial, j'adore, c'est on se connaît, il y a pas c'est on se connaît, mais je sais plus d'où. Et en fait, il y a une proximité, puis après je dis bon ça doit être certainement ça. Ah oui, c'est sûr, mais il y a une proximité tellement douce, tellement généreuse. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà l'émission de Ça commence aujourd'hui sur France 2, c'est une émission déjà d'utilité publique, qui est généreuse, qui fait du bien aux gens. Et donc, du coup, c'est vrai que particulièrement, on a une communauté qui est vraiment douce et généreuse. Et puis avec de tous les âges. Donc ça, c'était la petite anecdote qui est toujours agréable. Quand on me dit, je savais pas, je peux venir voir. Venez me voir, moi j'adore, on discute, on papote de la vie. C'est ce que j'aime. C'est le hook, mais on se connaît déjà. Donc en fait, on se connaît super. Pas, mais moi, vous me connaissez plus que moi, mais venez, on discute, on prend un café, ça fera toujours plaisir. Et donc, du coup, cette petite fille, comme tu dis, alors je veux bien que tu précises ta question parce que sinon ça va être très large pour moi. C'est quoi le et c'est pas 1h30 qu'on va passer, mais on va passer l'après-midi. Allez, c'est parti. La matinée en plus. Comment tu passes de cette fille cette petite fille qui a envie de liberté, qui a envie de, qui a envie de beaucoup de choses et qui sent que pour elle c'est cool, à aller vers la psychologie? Est-ce que c'est important pour toi? Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour moi, j'ai découvert un livre quand j'étais petit sur les micro-expressions que mon père avait sur les micro. Et en fait, c'est, je pense, ma première entrée sur la psychologie de manière globale ou sur essayer de comprendre l'humain. Elle a commencé avec un livre. Je devais être en primaire et j'ai découvert ce livre et je me dis waouh, il y a un livre qui explique comment les humains fonctionnent. Et j'avais l'impression d'avoir découvert un livre secret que j'étais le seul à avoir à comprendre. Et en fait, ma première intro dans la psychologie, en tout cas de comprendre la psychologie humaine, moi, c'était cet élément, c'était celui-ci. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier, en tout cas, ou peut-être une anecdote? Moi, déjà, ce que je peux partager, c'est que j'ai eu le sentiment aujourd'hui, avec un peu plus de recul, que j'ai eu une maturité lente. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'est pas venu comme une évidence tout de suite. J'étais dédiée pour ça. Je pense que je savais une chose depuis très jeune, c'est que je voulais faire des choses en grand. Je voulais faire des choses qui soient utiles. Je voulais être un marqueur, mais pas un marqueur dans le sens égo ou populaire, dans le sens comme ça, mais un marqueur en me disant j'ai vraiment besoin que dans cette vie-là, dans cette vie-là, je dois faire quelque chose qui est important au service de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement, même si c'était en fond de cours. Tu te dis pas tiens, mais je savais qu'il y a quelque chose qui allait avancer. Ça, c'était déjà une première chose importante. Ensuite, j'ai pas eu une fin d'enfance, une adolescence, j'ai envie de dire au début plutôt facile, parce que je disais, j'ai déjà un peu, jamais vraiment rencontré comme ça, mais je disais, j'ai cumulé pendant plusieurs années, je pense, tous les symptômes qui pouvaient se cumuler. C'est quand j'ai été psy que j'ai refait mes études derrière en me disant ça je l'ai eu, ça j'ai eu. En fait, je peux vous faire toute la panoplie des symptômes psychosomatiques qu'on peut rencontrer. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de vulgarisation, de compréhension. Et moi, je pense qu'il y a même une période de ma vie, je pensais que j'étais tarée, que j'étais folle.
Voilà. Parce que, par exemple, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, j'ai eu des troubles obsessionnels compulsifs. Pourquoi ? Parce que j'avais eu un drame de vie que je n'ai pas pu toute seule traverser à cette période-là. Donc le corps et le cerveau est bien fait, il te crée des amnésies qui te permettent de couper l'information. Donc tu te rappelles plus du souvenir. Mais la problématique, et ça je le dis pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on coupe l'information, mais on n'en coupe pas les affects. Et c'est toute la spécificité qu'il faut savoir avec l'amnésie. Et l'amnésie de contexte, quand on a un trauma, en fait. Donc moi, j'ai vécu un trauma quand j'étais enfant. Tu peux je vis bien aujourd'hui. Je vais pas trop en parler parce que la dernière fois que j'en ai parlé, j'en avais jamais parlé. J'en ai parlé il y a peu de temps et j'avoue que je me suis rendu compte que j'étais encore bousculée par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, mais je vais, comment dire, t'as le droit de pas en parler, voilà, si tu veux. Voilà. Et du coup, de ce traumatisme, en fait, est né tout un tas de symptômes psychosomatiques dont j'explique pour ceux qui ne sauraient pas. C'est donc toute une façon dont le corps va réagir à une situation et un trauma. Et tant qu'on n'arrive pas à relier tout ce qu'on vit en psychosomatique à l'information de départ, au trauma, puisque quand tu fais une amnésie, tu te rappelles plus du trauma. Moi, pendant des années, ce qui m'est arrivé aux alentours de 6 ans, je ne m'en rappelais plus. Et c'est revenu plus tard, vers 15-16 ans. Alors, par contre, quand ça te revient là d'un seul coup, c'est extrêmement... violent même. Ouais, même très violent. Et après, tous les choses se rouvrent. Et d'ailleurs, si tu me demandes aussi quelle est l'anomalie qui a changé ma vie, on va pas se mentir, en fait, c'est ça il m'est arrivé un truc terrible à 6 ans, et en même temps, aujourd'hui, c'est certainement ce qu'a fait la femme que je suis aujourd'hui. Je ne remercie pas ce qui m'est arrivé, ouais, bien sûr. Mais pour autant, je l'ai transformé en une force, j'ai envie de dire presque surhumaine pour faire en sorte que l'humanité change. Je me dis toujours la psychologie. Pourquoi j'avance un petit peu, on va y revenir. Mais je vais te poser la question. Mais c'est qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on est bien avec soi, on est mieux avec l'autre. Et donc, à partir du moment où on fait ce travail de conscience de soi, de conscience de l'autre, on participe à une vie, à une communauté, à une humanité qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus apaisée. En fait, est-ce que je fais un raccourci rapide, mais est-ce que c'est un peu grâce ou à cause de ça qu'aujourd'hui la psychologie a autant de place dans ta vie, le fait peut-être d'avoir essayé. Il y a des choses qui sont rigolotes qu'on peut interpréter de manière différente, mais on oublie et finalement toute ta vie n'est qu'un sujet pour potentiellement régler ce problème. Mais toute ma vie. Et tu vois, il y a pas très très longtemps, parce que jusqu'à présent je faisais peu d'interviews sur moi parce que je pense que j'étais pas prête ou je me sentais pas légitime. Je me dis je donne tout pour l'autre, mais c'est toujours plus difficile de parler de soi. Puis aujourd'hui, je me suis dit, j'ai 49 ans, je me dois aujourd'hui de passer une étape supérieure en disant de transmettre aussi ce que moi j'ai traversé. Voilà. Okay. Si ça peut aider, c'est l'idée du colibri. Chacun a fait sa part, donc je fais ma part. Voilà. Et du coup, je sais plus, je me suis un peu perdue. Cette idée, en fait, le fait que la psychologie soit autant importante dans ta vie, est-ce que c'est peut-être un peu, c'est le détonateur inconscient oui, et conscient maintenant et pour la petite anecdote, moi je viens d'un milieu où la psychologie, mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai une maman qui est plutôt érudite, tu vois, et ça tient ça de ma grand-mère. Alors je trouve ça drôle, c'est ma mère et ma grand-mère ne pouvaient pas dire le mot psychologie. Ils disent spicologie. Okay. C'est pas possible. Ils n'y arrivent pas. Et pourtant, quand je dis ma mère, quand j'ai Léodie, voilà, elle travaillait au Conseil d'État, elle avait l'habitude mais ce mot-là, et je me dis c'est quand même fou. Et encore aujourd'hui, on en rigole. Voilà, ça fait partie des petites anecdotes. Et pour moi, la psychologie, mais c'était loin de moi. Et d'ailleurs, même dans le temps et en avançant, il faut savoir que pendant des années, j'ai détesté les psys. Pourquoi ? Et je pense que je suis devenue le psy que j'aurais aimé rencontrer. Je vais pas te mentir, en fait. Je trouve que la psychologie est très importante. Ça devrait être enseigné partout, comme aujourd'hui on vulgarise dans le beau sens du terme, avec le sens noble, la philosophie et autres. Mais elle est restée trop longtemps, dans un carcan un peu poussiéreux, trop presque, j'ai envie de dire. Élitiste. Avec des dogmes, alors qu'en réalité, je veux dire, par exemple, moi, tu vois, en 2020, quand il y a eu la Covid, moi,
j'ai créé une clinique en ligne de psy en ligne avec un concept complètement innovant de thérapie digitale. On pourra en parler un petit peu parce que vraiment j'ai cassé les codes à cette période-là. Ça fait longtemps que j'ai décidé de casser les codes. Mais au moment où tout le monde se retrouvait confiné, que les hôpitaux psychiatriques en hôpital de jour, en fait, il y a des gens, on les faisait sortir parce qu'on savait pas ce qui se passait. Nous, on était là et on a pu accueillir toutes ces personnes sur des thérapies en ligne et les accueillir. Mais moi, il y avait encore des psys qui se posaient la question, comment allait se passer l'alliance thérapeutique? Est-ce qu'on pouvait consulter par téléphone ou en visio? Ça n'avait pas de sens. Je me disais, on était en 2020. Alors merci, je ne devrais pas dire ça, mais merci cette période. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, ça a été une situation c'est merdique, terrible, mais merci parce qu'elle a créé un impact. Beaucoup de choses sur lesquelles on avait on a gagné, on a gagné 10 ans de prise de conscience sur une façon différente, par exemple, d'évoluer sur la médecine, sur la thérapie, ce genre de choses. Donc pour cela, merci. Pour le reste, non. Parce qu'encore aujourd'hui, par contre, en termes de post-confinement, et encore pendant des années, va y avoir des traumas et des blessures à réparer. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, ce que tu dis, on est tous les deux dans cet accompagnement de ce truc psychologique. En fait, bizarrement, c'est comme si on a essayé on essaie de mettre ça sous le tapis, un peu comme ce que la plupart des gens font. Ah, c'était pas si grave que ça, on passe à autre chose. Ouais. Et en fait, là, 2-3 ans plus tard, c'est marrant parce que ça revient. Je sais pas si c'est le cas. Moi, j'ai des sujets ce sujet du Covid, il revient. Il y a des gens qui reviennent sur le sujet de ah, mais en fait, ce sujet-là. Ah, et en fait, finalement, c'est comme s'il y avait eu un énorme stop avec ce Covid, cette Covid. Et les gens se sont dit ah, on continue d'avancer. Et là, on commence à se dire putain, mais en fait, depuis cette période-là, il s'est pas ça, mais en fait là je commence à payer, c'est du financier parfois, c'est du en fait ça a remis en cause ma réalité sur un certain point, ce que j'imaginais possible avant, est-ce que j'imaginais possible aujourd'hui. En fait, finalement, il y a une sorte de pour de vrai quasiment de traumatisme. Tu sais, il y a un parallèle, je le fais maintenant avec toi d'ailleurs quand on parle, je n'avais pas fait le parallèle avant, mais qui est assez intéressant et je trouve que la Covid nous a obligés de ralentir. Et je fais un parallèle avec la dépression. Il faut savoir que quand on fait une dépression, ce que nous oblige la dépression, c'est à nous oblige à ralentir. Mais même à ralentir, on est terriblement. Pourquoi ? Tu sais, on sort de l'autoroute et puis on commence à regarder les petits détails de la vie. Pour les petites départementales, on regarde tous les détails. Elle t'oblige à ça, la dépression. Et quelque part, la Covid nous a aussi obligés à ça, à regarder les détails de vie. Les choses où on était dans une autoroute de vie, on pouvait pas se rendre compte. Sauf que de la même façon que pour une dépression, en fait, après la dépression, on reprend sa vie, mais il y a des choses sur lesquelles, pendant ce ralentissement très profond, qui a parfois été douloureux, eh bien, il y a des choses qui reviennent, qu'on se rappelle, et parfois aussi pour se rappeler à quel point certains détails sont importants. Toi, tu veux casser les codes. Tu parlais de casser les codes. Casser les codes. Pas casser les codes pour casser les codes. Hein. Bien sûr, mais en tout cas, pour apporter de la valeur et apporter quelque chose, c'est... T'as dit, j'ai toujours eu envie de casser les codes. La première fois que t'as voulu casser les codes, tu t'en rappelles ? Je crois que je me suis toujours, en fait, j'ai toujours eu le sentiment, mais je pense que je suis pas toute seule, hein, on est beaucoup comme ça, mais d'être, comment dire, ce qui rentre pas dans le champ, dans la case, dans le mouvement, là où il y a un groupement ou autre. Donc ça, je pense que c'est des choses qui m'ont, comment dire, j'aime pas le fait de dire case parce que c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Personne n'est dans une case à part quand on décide de s'y mettre tous. Le contexte, Mais casser les codes, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment pouvoir accueillir la singularité de quelqu'un, quel qu'il soit. Tu sais, quand moi je me rappelle, je suis en 3e, j'ai des TOC. Alors ça veut dire c'est quoi des TOC? Comme je dis, par exemple, moi, je pouvais pas, je devais tout faire en nombre pair sur certaines choses. T'imagines, ta vie est un enfer. Et tu sais pas, en fait, comment tu dois sortir de ça. Toi, tu penses que tu fous, mais en même temps, tu dois continuer à avoir une vie. T'es collégien encore, hein, et puis t'essaies de rester d'être dans une appartenance de groupe, avec en même temps, tu sais qu'on te pointe du doigt et autres. Donc les moments où j'ai eu envie de casser les codes, voilà, c'était une des premières choses. Je faisais beaucoup de sport, ça me faisait beaucoup de bien. Donc c'est peut-être une des premières, un des premiers démarrages. Mais je crois que le gros démarrage de casser les codes, honnêtement, en vrai, c'est quand je suis rentrée en psycho. Je vais pas te mentir. Pourquoi ? Parce que moi, je venais d'un environnement avant, donc
qui était plutôt, avant d'être en psycho, plutôt, j'ai envie de dire, classique comme business et autres. Hein, et je me suis dit, oh, je rentre dans le monde de la psycho. Tout le monde va être gentil. C'est un monde, tout le monde s'aime. Et là, waouh. C'est pas trop comme ça que ça se passe. Et là, en fait, tu t'es dit, en fait, non. Donc, le fantasme que j'avais fait de cet environnement était pas du tout là. Et rapidement, je me suis rendu compte pendant mes études de psycho que les fondements étaient exceptionnels, mais que par contre, un peu comme un facilitateur graphique, tu sais, on explique quelque chose de très compliqué, mais les gens n'arrivent pas à se l'approprier pour le mettre en pratique dans le quotidien. Et moi, en fait, rapidement, j'ai traduit ça en me disant, mais en fait, c'est une matière extraordinaire, mais par contre, vous ne le rendez pas pragmatique et utile pour tout le monde au quotidien. Et en fait, pendant toutes mes études de psycho, je passais mon temps, en fait, comment dire, déjà à créer des concepts, des protocoles, des programmes. Tu vois, mais ça se faisait tout seul. Sauf que ça rentrait pas dans les codes. Puis moi, il y a une chose que je dis aujourd'hui, je trouvais que c'était comment dire, 2-3 fumisteries, on va le dire comme ça. Ça n'appartient qu'à moi, je le prends que pour façon de personnel. C'est par exemple, par exemple, on m'expliquait qu'en psychanalyse, quand tu vois un psychanalyste, qu'il existe plusieurs types de psy. Mais alors, le psychanalyste, dans son concept, en fait, à la fin, il est complètement détaché de l'argent, hein, bien sûr. Mais alors, il fallait mettre de l'argent qu'en liquide, et puis on le mettait dans une petite boîte pour pas qu'il y touche. Non, en fait, franchement, j'adore l'idée d'avoir créé une sorte de storytelling au niveau du psy. Du psychanalyse. Ils ont commencé ça il y a des années. Je trouve ça génial quand même. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je payais en liquide et je suis détachée de l'argent parce que je le mets dans une petite boîte à côté. Voilà, moi je suis désolée, mais quand j'ai fait mes études, je pouvais pas acheter ça. Je suis désolée, je peux pas. Et encore aujourd'hui, je peux pas l'acheter. Après, on peut m'expliquer autre. Ok, mais je l'achète pas. Donc j'ai travaillé un peu cette idée de dire je veux pas absorber les choses avec béatitude, surtout non. Et de la même façon que c'est génial quand t'es psy. C'est que tu n'as absolument ni obligation de moyens ni de résultats. Rien. C'est-à-dire qu'en fait, si ton patient n'avance pas, c'est parce qu'il résiste. C'est jamais parce que le psy est mauvais. Donc, on s'en fiche. Il a fait 10 ans qu'il est dans ton cabinet, 10 ans qu'il n'a pas évolué, même un pas. Et ça, pareil, j'arrivais pas à... Alors, je peux comprendre. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, je dis oui, tu as des patients que tu pourras pas faire évoluer, avancer parce que du coup, du fait de la spécificité et le contexte qu'ils ont au niveau de ce qui, tu pourras pas les faire avancer et donc pathologique, du coup, voilà, exactement. Et donc du coup, mais pour une grosse partie, en réalité, bien, et le névrosé classique, même si on doit plus dire névrosé maintenant, mais voilà, le névrosé classique, monsieur, madame, tout le monde, on a tous une histoire de vie, on a tous une expérience de vie avec des moments où on a des chaos, des blessures, des épreuves et on doit traverser. Eh bien, quand on arrive et qu'on va voir un psy, on a besoin de déposer, bien sûr, on a besoin de ce temps et cet espace qui est le nôtre, avec un temps qui est le nôtre, mais on a aussi besoin des fois d'avoir des tips, des conseils et une mise en mouvement. Pour moi, et ça vient de la psychologie du succès, hein, c'est les fondements scientifiques de la psychologie du succès, c'est quoi? C'est le sentiment de progresser. Si on n'apporte pas ça en consultation et en thérapie, pour moi, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose contre lesquels je me suis élevée, sur lesquels j'ai dit non. Donc, je me suis dit, mais en fait, quelle que soit ma première responsabilité, c'est un patient, il arrive, que ce soit dans mon cabinet au démarrage et après, quand j'ai créé la clinique e-santé et tous les psys qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est de dire, il y a, comme tu l'as dans le coaching, hein, tu as un état présent, tu as un état désiré, et mon job, c'est d'amener mon patient de l'état présent à l'état désiré. Peu importe le chemin, peu importe le temps, mais on a un état désiré. L'état désiré il peut bouger, l'état présent peut bouger, mais il y a un GPS entre les deux. Sinon, je sais pas ce qu'on fait. Voilà. Et ça, pour moi, et aujourd'hui, on peut me raconter tout ce qu'on veut, j'ai du mal à imaginer qu'on peut accompagner quelqu'un sans état présent, sans état désiré. En fait, j'ai fait ce qui est... Je suis très content de t'entendre le dire parce que j'ai eu le même constat, moi, quand je suis rentré dans le milieu de l'accompagnement. Je venais de pas du tout du monde de la psychologie. Je travaillais dans une compagnie aérienne et je me trouve dans le milieu du coaching. Et j'ai eu, alors, pour le coup, je pense que c'est
l'extraversion de l'accompagnement, du coaching, de la psychologie avec plein de concepts. C'est un petit cousin pour moi en fait. Il faut être très au clair là-dessus. C'est pareil parce que t'as des psys qui disent oui, la psychologie, le coaching, attention, on fait pas la même chose. Ok, on va se détendre. Aujourd'hui, je pense qu'un bon psy, s'il veut être un bon psy, j'ai envie de dire tout terrain avec son patient, d'accord, parce que son patient, il arrive avec son histoire de vie. Il est venu hier, il a discuté d'une problématique qu'il a dans son couple. La semaine prochaine, il viendra parce qu'il s'est pris la tête avec son collègue et il doit pouvoir être tout terrain pour pouvoir l'accompagner. Et le coaching est un outil pour le psy. Et par contre, quand on est que dans le coaching, eh bien, on sait juste qu'on a un cadre et qu'on ne doit pas dépasser le cadre qui est d'aller vers la thérapie. Vers la thérapie. Et je pense que ça, c'est très important que quelqu'un en coaching soit au clair avec lui-même, ne jamais passer cette frontière. Et s'il a régulièrement envie de passer cette frontière, c'est pas grave, mais ça veut juste dire que il faut qu'il aille un peu plus loin, faire des études de psy à côté en plus, pour pouvoir faire ce qu'il veut. Mais pas se dire, j'aurais aimé faire de la psychologie, mais je fais du coaching pour plein de X raisons, peut-être parce que c'est moins d'études, moins de machin, moins de bidule. Faut être toujours aligné avec soi-même. C'est pas grave, commencez par le coaching, mais si vraiment c'est la psychologie qui vous intéresse et la psychothérapie, et ben derrière, vous continuez, vous reprenez vos études et vous irez jusqu'au bout. J'ai eu le même constat que toi avec le milieu du coaching. Genre j'ai été quand j'ai eu ce truc-là et je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Moi j'aime beaucoup la partie psychologie. J'en fais pas beaucoup étalage, je me forme énormément sur le sujet, mais j'en parle quasiment jamais parce qu'en fait j'ai un positionnement aujourd'hui qui est très ciblé avec les entrepreneurs. Pour de vrai, on fait quand même beaucoup de psychologie quand je réunis certaines personnes. Oui, mais je pense que et tu vois, c'est pareil, ça, je me dis, mais pourquoi on se dirait, pourquoi cette frontière, j'en parle pas trop, parce que je pense que tu sais, c'est un jeune philosophe que j'aime beaucoup. Je pense que je vais interviewer prochainement. Je sais plus quoi. Il s'appelle Chris. Je vais retrouver son nom de famille tout à l'heure. Et il expliquait, lui, il est passionné de philosophie, mais vraiment passionné de philosophie. Il a pas fait toutes les grandes études en philo, mais il est passionné. Et aujourd'hui, pour certaines choses, il est meilleur que certains profs de philo qu'on comprend pas et lui, il donne envie à tout le monde de le faire. Et c'est comme si et un jour, il répondait dans un post en disant, parce qu'il s'était fait lyncher par un grand ponte, certainement, de la philo, en disant, mais tu n'es pas légitime de parler. T'es pas légitime de t'exprimer sur le sujet. Mais je trouve que c'est une aberration parce qu'en fait, qui est plus légitime qu'un autre? Alors, j'avoue qu'en effet, pour me faire opérer, je peux comprendre, je préfère me faire opérer par un chirurgien bien, mais par contre, pour parler de la vie, pour s'exprimer, il a pas dit, je vais aller donner des cours à la Sorbonne. Il dit juste, moi, je vais vous transmettre des choses et on a tous le droit de transmettre. C'est hyper intéressant. En fait, de dire aux gens, grosso modo, vous avez le droit d'au moins essayer et il y a pas un cadre sur lequel il faut absolument rester. Ouais. Pour moi, on doit jamais s'arrêter à essayer, non. Parce que essayer, ça veut juste dire, quand tu dis à quelqu'un, t'as le droit d'essayer. C'est partie des drivers qui te freinent. C'est essayer, ça veut dire que t'as pas le droit de gagner, quoi. Moi, je peux pas me dire, par exemple, si je vais, je fais beaucoup de running, d'accord. Et alors aujourd'hui, je cours beaucoup plus pour j'ai vraiment plaisir, mais j'ai eu des périodes aussi où je me suis donné des défis, mais je me suis jamais dit, par exemple, toi, quand j'ai fait mon premier marathon. Enfin, d'ailleurs, on n'en a fait qu'un parce qu'après j'ai compris. Eh bien, je me suis pas dit je vais l'essayer. Je me suis dit je vais le terminer. Je me fichais du chrono, mais je me suis dit je vais le terminer. Si je pense que je m'étais dit je vais essayer, à tout moment j'avais le droit de m'arrêter. Ok. Donc essayer, c'est un terme. C'est en gros, je me dis toujours, tu peux essayer. C'est un peu comme se dire, t'as déjà acheté avec toi pas la défaite, mais le fait que tu t'autorises comment dire. T'as déjà acheté un petit peu l'idée que tu n'y arriveras pas. Alors que je me dis, j'y vais, et puis peu importe, j'y vais. Je termine quoi qu'il arrive. C'est pas je termine quoi qu'il arrive, j'y vais. Et je veux dire, demain je peux faire une course, et puis me sentir mal, je vais m'arrêter. J'ai pas de débat avec ça. Je ne vais pas me dire, je m'étais dit que j'irais jusqu'au bout. Je suis pas folle, j'écoute mon corps. Et je pense que dans tout ce qu'on fait dans notre vie, si on sent qu'on va dans une direction et que au cours de route, par exemple, quelqu'un qui va entreprendre puis qui se rend compte qu'en cours de route, c'est pas forcément ça. Mais à tout moment, tu peux t'arrêter. Mais te dis pas, je vais essayer. Dis, je vais dans cette direction. C'est ce que je veux faire. Je veux aller vers ça. Mais personne n'a le droit de me dire quand m'arrêter. Mais moi, par contre, j'ai le droit de me dire quand m'arrêter. Je suis totalement d'accord. J'ai envie de revenir sur plein de sujets, mais j'ai envie d'aller sur un sujet qui est forcément quand on fait ça, on se découvre des particularités. En fait, le fait de se lancer et de se dire je veux absolument ça, ça nous permet de savoir un peu plus qui on est. Et dans la psychologie, il y a plein d'éléments pour apprendre à savoir qui on est. Il y a des éléments qui nous déterminent pour certains. Ouais, en parlons des HPI,
des HPE, des zèbres, des trucs. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'en essayant de faire des choses, en allant dans une direction, on apprend à se découvrir. En se découvrant, on prend des informations sur soi et parfois on prend de l'information et on découvre qu'on est HPI, HPE, multipotentiel, hypersensible. On se retrouve à avoir tout un panel de choses qui nous définissent et alors déjà, il y a plein de sujets forcément sur lesquels on va pouvoir aller, mais il y a 2 sujets sur lesquels j'ai envie qu'on aille rapidement ou pas rapidement justement. HPI, HPE, un peu ton avis là-dessus. Et le deuxième sujet, et je pense qu'on est d'accord sur le deuxième sujet beaucoup plus, sur ce côté un peu multipotentiel. Allons sur le côté des HPI, HPE. C'est quoi ton, c'est pas qu'est-ce que c'est ton avis, mais en tout cas, toi, avec cet élément-là, t'es confronté à quoi? Déjà, parce que bon, tu sais que j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube sur le sujet des HPI, HPE, donc c'est pas que je fais ma petite promo, mais je le dis, allez sur YouTube. Voilà, il y a ma chaîne, il y a beaucoup de sujets qui décryptent parce qu'on n'aura pas le temps forcément là tout décrypter, et toute personne qui se pose des questions, je veux dire, c'est fait pour, donc allez-y. Et il y a même aussi des articles de blog sur la clinique e-santé qui sont accessibles à tous, qui permettent de même faire un premier niveau de test en ligne qui est gratuit, qui permet de se faire une idée, parce qu'on a des fois besoin d'aller de creuser ça. On mettra les liens en description, voilà. Tout sur la vidéo. C'est un vrai sujet, moi qui me passionne, et en même temps je trouve sur lesquels il faut aujourd'hui évoluer sur la façon. Je vais vraiment donner mes tips parce que j'ai accompagné pendant des années comment dire, et encore aujourd'hui des personnes que j'ai diagnostiquées, qui sont parce qu'il y a 2 phases pour être un peu de contexte. Il y a ceux qui se décrètent HPI, HPE. Ouais, il y en a quand même beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, et il y a ceux qui sont diagnostiqués et qui ont un vrai sujet. Et donc là, pour le coup, il y a une sorte de... Tu vois. Mais on peut comprendre qu'il y a déjà, parce qu'on critique beaucoup, tout le monde, il n'y a que des HPI, HPE, mais il y a une telle désirabilité aujourd'hui. On met l'hypersensibilité, HPI, HPE, comme si c'était une sorte de Kinder surprise. Derrière, à l'intérieur, quand tu vas l'ouvrir, c'est waouh, voilà. Donc, et on va pas se mentir, il y a des côtés waouh à l'intérieur. Sauf qu'il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus. D'accord? Déjà, on va le dire clairement. Et pour autant, peu importe toutes les personnes, même ceux qui se décrètent par eux-mêmes, HPI, et ben ça veut dire que, et je leur dis en off, même si c'est que derrière ça indique chez eux qu'il y a une désirabilité comment dire, de se révéler, d'exister, d'avoir cette singularité, d'avoir de la valeur. Mais vous savez quoi? En fait, aller chercher cette valeur, et c'est pas forcément en étant HPI, HPE ou hypersensible, mais ça veut dire que vous avez envie de ressentir en vous de la valeur, et de toute manière, de la valeur, on en a tous, parce qu'on a une expérience de vie, et cette expérience de vie, c'est ce qui crée de toute façon, j'ai envie de dire, notre matière première, de notre potentiel, de nos capacités, et qu'on va pouvoir indexer à nos valeurs. Et nos valeurs, il y a des valeurs qui sont figées, on les a depuis tout le temps, puis il y a des valeurs qui bougent, un peu comme l'épigénétique, c'est l'ADN mobile, donc on a le droit d'évoluer dans nos valeurs. Donc, j'ai envie de dire, voilà, quand on a besoin de se rattacher à quelque chose, c'est peut-être parce qu'on a besoin aller travailler nos valeurs, donc travaillez vos valeurs. Ok, voilà. Et moi, je critiquerai jamais quelqu'un qui se dit, bah là, moi, je suis HPI, je suis HPE, et personnellement, même s'ils le sont pas, parce que ça veut dire que derrière, voilà, il y a aussi peut-être une souffrance. Donc, j'ai beaucoup même si entre guillemets, mais si les gens ne sont pas diagnostiqués HPE, c'est surtout ceux-là que je parle. Les autres, on va en parler après. Okay. Ça, c'est ceux qui ne sont pas, mais qui ont presque besoin de se projeter à cet endroit, d'imaginer qu'ils sont à cet endroit-là. Mais moi, je respecte cette partie-là, parce que ça veut dire qu'il y a un chemin qui est en train de se questionner. Et moi, je respecte hyper surtout le chemin. Le chemin. Okay. Et je ne veux jamais juger qui que ce soit, je regarde le chemin. Après, pour les personnes qui... et alors, ceux-là sont, la plupart du temps, c'est des gens qui, quand je les ai vus dans mon cabinet, ils venaient pour bien d'autres choses. Des problématiques au travail, des burn-out. Il y a beaucoup de candidats au burn-out chez les HP notamment. Des problèmes de concentration. Des problèmes de concentration, des problèmes de troubles du comportement alimentaire, des dépressions. Et donc, ce sont des personnes qui, en réalité, viennent avec des symptômes. Quand on vient souvent en thérapie, on vient avec un symptôme, on vient rarement avec « j'ai envie de travailler sur moi ». On vient, c'est « j'ai une galère, comment je fais pour l'enlever ?» Et c'est derrière où on creuse et qu'on peut ouvrir des choses.
Donc, quand pour les personnes qu'on diagnostique en fait HP, donc il y a qu'un seul test officiel, c'est pour les hauts potentiels intellectuels. En France, il est édité par les ECPA, c'est le WISC par exemple ou le WISC. 4, voilà. WISC 5. Voilà, d'accord. Donc, et celui-ci va identifier le calcul d'un QI. Alors, de plus en plus maintenant, c'est difficile d'avoir un QI exact parce que qu'on voit un psychologue ou un neuropsy pour pouvoir faire les tests, de plus en plus, il donne plus un chiffre exact, il donne une cartographie avec t'es plutôt ci, t'es plutôt ça. Est-ce que c'est synchrone ou asynchrone? Ça veut dire, je vais par exemple au niveau logico-verbal, je vais être très fort, mais par contre, peut-être que au niveau conception dans l'espace, je peux être plus faible. Donc là, ça veut dire quelqu'un qui est plus asynchrone, donc faciliter un endroit et pas de l'autre. Pourquoi il y a cette tendance-là? C'est pour plus stigmatiser avec un chiffre, un nombre. Sachant qu'en plus, ça a vachement évolué parce qu'il y a quelques années en arrière, on avait le sentiment qu'au niveau de la courbe de Gauss, en fait, on était au potentiel intellectuel à partir de 130, d'accord? Et en moyenne, ça allait jusqu'à à peu près 180, 175. Ouais. Aujourd'hui, on a des QI qui dépassent les 200. Alors, et alors, c'est une question que je me pose parce qu'on a beaucoup de QI qui dépassent les 200 et notamment de personnes qui viennent d'Asie. Alors, du coup, je me demande si les implants existent déjà. C'est une vraie question. Elon, si tu nous écoutes, après, voilà, aujourd'hui, donc, du coup, ça évolue. Donc, après, le haut potentiel intellectuel, c'est la façon de le diagnostiquer. Mais on peut déjà faire, avant de faire ces tests-là, qui sont parfois coûteux, un pré-diagnostic. Ça, c'est une première chose. Pareil, mais le diagnostic, lorsqu'on est à HPI, ce n'est pas le diagnostic qui va donner les solutions. Ouais, quand on a le résultat, on peut, et moi j'en ai rencontré plein, bah oui, on me l'a fait quand j'étais ado, enfant, et tout ça, mais bon, ce truc-là, je l'ai mis dans le papier, j'en ai jamais rien fait. Pourquoi? Parce que ce qui compte, en réalité, ce n'est pas le diagnostic, c'est l'avant et l'après. Non, la plupart des gens pensent que c'est l'après. C'est l'avant et l'après. Pour moi, en fait, aujourd'hui, il y a des personnes pour qui il est bon de faire le diagnostic, pour des personnes pour lesquelles il n'est pas nécessaire de faire le diagnostic. Quand on me dit, Christelle, faut-il faire un diagnostic? Pas toujours. Ça va dépendre de ce qu'on va ressentir, du contexte de la personne. D'où l'importance du travail, du pré-travail qu'on fait en thérapie et l'anamnèse qu'on va faire avant, qui va permettre d'identifier si c'est nécessaire ou pas. Et ensuite, une fois qu'on a le diag, là, par contre, il y a tout un travail avec un vrai protocole à mettre en place. Et pour ça, il faut savoir déchiffrer. Et pas tous les psys. Il y a des psys qui sont très bien les diagnostics, mais ils savent pas déchiffrer. Je parle pas de déchiffrer le psy. Bien sûr. Mais transformer, c'est ce que je t'expliquais à nouveau, la matière, de créer des concepts derrière. De dire, OK, c'est comment je te fais un programme sur mesure. C'est un peu comme les abdos et tout ça. C'est-à-dire, comment je te fais un programme sur mesure pour toi. Et ça, il y a plein de gens qui sont pas capables de le faire. Et c'est ce que après, j'ai décidé de mettre en œuvre, de construire au sein de la clinique e-santé par des thérapies digitales qui soient adaptées par thématique et ce genre de choses. Et là, en fait, ça te permet de te dire, j'ai une direction assistée qui va me permettre de faire, du coup, de ce que je considérais peut-être au démarrage en tant qu'HP une problématique, en fait, un vrai cadeau de vie. Parce que ce qui était tout le potentiel que j'avais, mais aussi toutes les galères qui me freinaient, en fait, au fur et à mesure, je vais les transformer en champ du possible. Et moi, j'avais un patient comme ça, qui était, je me rappelle toujours, sa vie, ça a pris un petit peu de temps, hein, mais en 5 ans, sa vie, elle s'est transformée. Et aujourd'hui, il a atteint son rêve. Il vit aux États-Unis. Il voulait bosser aux États-Unis. Il a un super poste là-bas. Et au démarrage, quand je l'ai rencontré, quand il est venu dans mon cabinet, il pensait qu'il n'avait pas de capacité, de compétences ou autre. Et c'est magique de voir ces transformations. Et ça, ces résultats tests autres ont participé à donner une autorisation. Et c'est ça que j'aime bien dans certains diagnostics de HP, c'est qu'ils pensaient tous qu'ils étaient nuls avant. Et le jour où il y a ce diagnostic, en fait, c'est un petit peu une sorte, la seule carte d'identité que tu as dans ta vie qui te dit, en fait, j'ai une permission d'être quelqu'un qui a de la valeur. Donc HPI, HPE, c'est vrai, alors ce n'est pas un mythe. Non, alors HPE, non, c'est pas du tout un mythe. Et HPE, c'est haut potentiel émotionnel. D'accord, c'est pas pareil. Et là, du coup, c'est l'intelligence émotionnelle. Et la différence du HPI et le QI qui est figé
Oui, je veux dire, pour la vie, c'est mathématique. Oui, puis on va pas évoluer. Je veux dire, si j'ai 145 de QI aujourd'hui, je vais pas avoir 150 parce que je le travaille dans 3 mois, dans 5 ans, dans 6 ans. C'est pas vrai. Ouais. Par contre, le haut potentiel émotionnel, t'as des personnes qui sont naturellement avec une intelligence émotionnelle extrêmement forte dès le début. Et puis, mais par contre, le haut potentiel, l'intelligence émotionnelle, on a tous la capacité de le travailler. Donc, c'est quelque chose qui nous est accessible à tous. Et là où la plupart des gens me disent, alors je dis attention, je suis HPE. Je suis HPE parce que je souffre de ceci, tout me traverse. Oui, alors, vous êtes HPE, mais entre guillemets, j'ai envie de dire en devenir. Parce qu'en réalité, un haut potentiel émotionnel, c'est quelqu'un qui a des capacités de conscience de soi, de conscience de l'autre ou autre, qui sont extrêmement exacerbées. On le voit, je sais pas, tu as déjà rencontré des enfants qui ont cette connexion au monde, au sens, aux gens qui tu dis, mais ils ont une maturité avant tout le monde. Et c'est des hauts potentiels émotionnels. Par contre, tu as des personnes qui sont affectées par un émotionnel trop fort et une hypersensibilité émotionnelle et qui vont devoir faire un travail, et c'est ceux-là qu'on a en cabinet, c'est-à-dire qu'ils ont le potentiel mais ne l'ont pas encore développé. Et la plupart de ce qu'on a en cabinet, c'est des hauts potentiels en devenir, c'est-à-dire qu'ils ont, tout est très 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 exacerbé, mais pour l'instant ça se retourne contre eux. Parce qu'ils n'ont pas appris à travailler cette matière émotionnelle. Et par contre après, quand ils la mettent dans le bon sens, c'est du ça fait des étincelles. Ça fait des étincelles. Est-ce que c'est ces profils-là qui sont... Allez, on va aller sur le profil du multipotentiel. J'ai un avis presque arrêté sur multipotentiel. Ouais. Alors, je suis un peu, parlons-en, et je pense que ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Mais moi, le multipotentiel, je sais pas que j'y crois pas, mais je trouve que c'est plus une excuse pour essayer de se cacher derrière un truc de pas choisir et tout ça. Et il y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'a dit, en fait, Roger, je crois que c'était sur LinkedIn. Ouais, Roger, en fait, pas si facile de se lancer dans quelque chose quand on est multipotentiel. Et j'ai préféré ne pas répondre. Parce que je comprends pas trop ce concept de multipotentiel. Mais c'est que, en fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de toute la démarche qui est nécessaire, quel que soit ce que l'on a pour avancer dans la vie, et non pas que ce soit un frein. Ou une excuse à... Je vais pas dire le mot excuse. Tu sais, moi, je suis toujours plus mesurée parce que je sais que derrière chaque chose, il y a toujours une souffrance. Même si des fois, l'autre nous agace en face, on va pas se mentir. Mais... Je suis toujours attentive à la façon à laquelle quelqu'un peut, comment dire ça. Ouais, mettre ça dans son identité ou se rapprocher. Ou c'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, mon symptôme devient mon identité. Et donc, du coup, je peux pas parce que je suis multipotentielle. Ça veut dire que cette personne-là, pour l'instant, elle est en jachère d'elle-même. Ok, moi ça j'accueille ça. Elle est en jachère d'elle-même, elle se cherche, elle s'est pas trouvée et pour l'instant cette jachère où elle se dit peut-être que je suis multipotentielle et ce multipotentiel c'est une sorte de période où je peux être un peu dans le déni de moi-même, c'est-à-dire qu'en fait tant que j'ai pas trouvé les solutions à mon action, le déni est un bon moyen. Donc j'accepte l'idée que c'est un sas, mais là l'idéal c'est que cette personne reste pas là-dedans. Donc soit elle décide de faire un chemin vers elle-même et ça c'est génial parce qu'elle va sortir de ça et si elle est vraiment multipotentielle du coup elle va en faire elle va en faire une mais le mot multipotentiel n'est pas en fait je pense qu'on est tous multipotentiels en réalité. Mais je connais personne qui n'a moi je me permets de dire le mot multipotentiel déjà en soi je pense que le terme c'est un terme je veux dire nouveau qui a été créé mais en fait que je veux dire, quand on va mettre la mode le gaslighting et autres c'est un mot qu'on peut s'approprier facilement parce qu'il fait sens et il fait mais je vais vraiment développer un tout petit peu à cet endroit-là zèbre, multipotentiel tous les termes qui tournent autour c'est pas grave si quelqu'un à travers ça arrive à essayer de se trouver que ça soit quelque chose qui lui permet de faire quelque chose, je suis ok. Si tu dis que tu es multipotentiel et grâce à ça tu t'es ouvert tout le champ du possible, vas-y puisque ça t'ouvre des portes. Mais si par contre, tu viens de dire je peux pas parce que je suis multipotentiel, je dis alors ne sois pas multipotentiel, n'adhère pas à ça, puisque tu as l'impression que c'est ce qui te limite. Tout ce qu'on est doit nous permettre, le multipotentiel, si ces termes à la personne, ne doit pas être un limitant, ça doit être quelque chose qui aide à.
Et là où je veux revenir, dans le mot multipotentiel, si ça agrège le fait de dire que nous avons différents types d'intelligence, il existe plus de 7 types d'intelligence. On a l'intelligence créative, musicale, on a l'intelligence sportive, on a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence du cœur. Il y a plein de choses. En fait, il existe plein de types d'intelligence. Tu as des gens, par exemple, je suis désolée, moi je me rappelle à l'école, dessiner un bonhomme avec un bâton et tout, puis j'avais des copains, des copines à côté, ils me faisaient des trucs de fou furieux. J'ai dit, comment il fait? C'est une intelligence artistique. C'est de la valeur, c'est un potentiel, c'est une intelligence qu'il avait, que je n'avais pas. Par contre, moi, je pouvais avoir cette intelligence émotionnelle de capter les émotions des autres. Pour ça, je pense que pourquoi je me suis retournée vers la psychologie, c'est que moi, j'ai toujours capté les émotions des autres, le ressenti, sans effort. J'observe, je ressens les gens. C'est génial. Autant aller à un endroit qui est le plus facile pour toi. Je pouvais essayer le dessin. C'était pas efficace. Après, plus tard, je me suis mis à la peinture, mais de la peinture émotionnelle. Paf, paf, pas besoin de dessiner un bonhomme. Tu vois, tu transformes. Forcément, quand on va sur ces sujets-là, on va forcément vers les entrepreneurs, mais on va plus rester avec toi dans ta vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, on passe de psy, des études de psy, un parcours avec plein de rebondissements, des choses intéressantes que tu arrives à transformer, la psychologie qui rentre dans ta vie. La psychologie, c'est bien, les études, c'est bien, les concepts, c'est bien, les transformer, c'est bien. Ok, mais pour devenir entrepreneur, et en fait, aujourd'hui, tu es passé d'une psy standard, on va dire, mais avec cette envie de changer les choses, à aujourd'hui entrepreneur. Je sais pas si tu dis entrepreneuse ou entrepreneur, ça dépend des femmes. Tu le dis comme tant. Je le dis, je vais rester sur entrepreneur comme ça, je suis sûr de pas faire la bourde. Au-delà d'entrepreneur, parce qu'entrepreneur, aujourd'hui, on peut être entrepreneur sans être créateur de contenu ou créatrice de contenu. Donc, tu étais entrepreneur et créatrice de contenu et tu crées une communauté et tu passes à la télévision. Comment on passe de quelque chose de standard, même si on veut révolutionner les codes de son industrie ou dans l'endroit où on est, à aujourd'hui devenir entrepreneur, créatrice de contenu et pour le coup de ça, un peu leader d'opinion sur certains aspects. Je pense que déjà, j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie. Je pense que par définition, c'est dans le format. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je suis curieuse de tout. Donc, je pense que même on en reparlait il y a pas longtemps ce week-end avec mon frère. Quand on était petits, nous, on kiffait les Lego et les Playmobil. Et nous, on était entrepreneurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un monde. Et donc, du coup, on avait tous ces petits morceaux qui étaient là. Et nous, on entreprenait. On y passait le week-end. Attention, c'était un truc sérieux, quoi. Tu vois? Donc, je pense qu'on a... alors que t'as des gens qui vont se lasser vite ou qui vont se dire, ils vont juste faire le modèle. Et puis, voilà. Nous, c'était tout sauf ça. Donc, je pense qu'on peut... Il y a en soi... J'ai toujours été plus entrepreneur que chef d'entreprise. Chef d'entreprise, je le suis devenue après, par la force des choses, pour en parler. Mais entrepreneur, ça a toujours été là. Après, comment en fait ça avance? Je pense que si je reviens tout au début, je te dis, j'ai toujours le sentiment qu'un jour où je devais, dans cette vie-là, j'avais une mission, je devais faire quelque chose qui était important pour sans définir. Enfin, je sais pas. Voilà, ça devait être contribuer. Et avec force, hein, je veux dire, c'est là depuis voilà. Et du coup, j'ai compris rapidement aussi que si on veut faire passer des choses importantes pour notre humanité, pour la vie des gens, pour changer les choses, il faut avoir un micro. Il faut parler, d'accord? Mais quand tu parles à ton voisin, le week-end ou autre, donc tu peux parler, mais c'est pas que t'es pas légitime, mais ta voix, elle porte dans un cercle restreint. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour que ma voix porte de façon plus large. La psychologie m'a permis justement déjà ça. Puis après, le cabinet était trop petit. C'était bien tout ça, mais comment je dis plus loin? Et pour pouvoir être écouté, c'est terrible en soi, hein, mais aujourd'hui, je pense que tant que t'as pas une certaine légitimité, on t'écoute pas de la même façon. Et pourtant, Dieu sait que moi, les gens qui m'enseignent le plus, ça a été des rencontres comme ça dans la vie, et c'est pas forcément des gens qui étaient en télé ou autre. Hein. Mais eux ils m'ont beaucoup apporté. Mais du coup, j'ai compris qu'en effet, si on voulait faire passer un message, c'était important d'avoir plus de légitimité. Et aujourd'hui, je remercie la vie, mon chemin de vie, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir ce micro pour pouvoir parler. Et c'est quelque chose qui pour moi
comment dire, je l'honore beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est précieux. J'ai pas, quand je dis j'ai pas d'ego, tout le monde a un ego. Si on n'a pas d'ego, on n'est pas debout. Hein. Donc, il y a le mauvais ego. Mais je n'ai pas de mauvais ego. Je ne cherche pas j'ai jamais cherché à être connue pour être connue. Je m'en fiche complètement. J'ai cherché à avoir un micro pour pouvoir être entendue et faire passer des messages. Et c'est vraiment ce qui m'animera jusqu'au bout. Et comment t'as fait pour passer? Est-ce que il y a peut-être généralement c'est soit il y a une personne, soit il y a une opportunité, soit bien sûr. Ouais. Moi en fait au démarrage j'ai commencé par faire un peu de création de contenu. Donc, en effet, parce que j'aimais bien, comme je te disais, modéliser dans l'espace, dessiner, dessiner, donc faire des schémas et faire des choses simples. Moi, je suis dans mon cabinet à l'époque. Je consulte plus un cabinet, hein, maintenant que j'ai la clinique santé, j'ai plus le temps, mais à chaque fois, j'expliquais toujours à mes patients, je faisais des schémas, des dessins, ils me disaient, mais pourquoi on m'a jamais expliqué comme ça avant? Et donc, petit à petit, j'ai eu envie de le transmettre, et donc, du coup, j'ai commencé alors, ça a commencé par Doctissimo, qui m'avait demandé, alors, comment? À l'époque, un de mes profs, qui était enseignant, qui était quand j'étais en sexothérapie avec lui, et qui avait vu un peu ce côté un peu psychoche, entre guillemets, un peu, qui aime bien décrypter et autres, il m'a dit, donc ça a commencé comme ça, au fur et à mesure, et des contenus. Et puis après, l'accélération s'est faite lorsque j'ai rencontré Faustine Bollard professionnellement, et elle aimait mon côté un peu, comment dire, pareil, je peux dire des choses simples, traduire des concepts compliqués en simple, avec du humour et en, comment dire, en dédramatisant aussi les choses. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée là. Je ne le remercierai jamais assez parce qu'elle m'a fait confiance. Et moi, je serais jamais allée en télé si ça n'avait pas été elle, parce que je lui ai fait aussi énormément confiance. C'est quelqu'un c'est une femme exceptionnelle, qui est généreuse. Elle est pareille dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Je la connais pas, mais elle a l'air d'être trop. On a envie d'être pote avec Faustine. Ouais, c'est ça. Franchement, on a envie d'être pote avec elle. C'est vraiment voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai fait de la création de contenu, et puis c'est un espace libre, je trouve. Alors j'ai eu envie aussi d'écrire un livre après, parce que c'est bête, mais il y a un côté très écrire un livre pour moi c'était très égotique. Pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Non, pour moi, écrire un livre, c'était. Moi, j'adore les livres. Je lis depuis des années. Je pense qu'il n'y a plus de place suffisamment chez moi pour tous les livres que je pourrais lire. Mais donc, c'était quelque chose qui est très précieux. Pour moi, un livre, c'est quelque chose qui comment dire. Je sais pas comment expliquer, qui s'installe dans le temps, bref. Et donc, du coup, ça a été quelque chose aussi qui était pour moi important à transmettre. Voilà. On va aller sur je pense qu'il y a plein de sujets. Je pense qu'il y a plein de sujets. Attends, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais qui sont aussi hyper bien traités sur ta création de contenu, gestion des émotions, reconstruction mentale, la santé mentale. Tous ces sujets-là, c'est des sujets que tu abordes aussi énormément sur ta création de contenu, mais j'ai envie qu'on reste. Et on aurait pu y aller, mais le temps avance. J'aimerais qu'on parle de ta vie d'entrepreneur. Ça se passe comment aujourd'hui? Parce qu'en fait, t'es passé de psy, mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression presque plus entrepreneur que psy, même si ses compétences de psy, elles ont pas disparu, mais là, t'es vraiment dans un monde entrepreneurial. Il y a des moments où il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Quand il y a peut-être 3 ans maintenant, parce que le temps passe vite, il a fallu que je ferme mon cabinet, parce qu'au début, j'avais créé la clinique santé, j'avais toujours mon cabinet, mais à un moment, je pouvais plus tout faire. Entre la télé, les créations de contenu, les conférences, mon cabinet et la clinique santé, il a fallu que je ferme mon cabinet. Et je vais expliquer pourquoi, parce que je pense que je serai pas toute seule, et je pense que je le rouvrirai un jour, hein, mais différemment. Quand on est en cabinet, on est dédié. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis dédiée à mes patients, et on est dans une énergie d'accueil de l'autre, on est au service de l'autre, et c'est comme ça que ça doit se passer. Comment dire, et quand la clinique santé a commencé à prendre de l'ampleur, la Covid l'a un peu propulsée, et qu'il a fallu que je commence à quitter mon comment dire, ma mission de psy, pour pouvoir aussi prendre des décisions d'entreprise et de dirigeant d'entreprise. Et là, j'avais le sentiment qu'en fait, en moi, j'arrivais plus à être alignée, et du coup, que j'avais plus cette même possibilité d'être dans une, je sais pas comment expliquer,
une disponibilité mentale, intellectuelle, émotionnelle suffisante. Et je me suis dit, faut que je fasse une pause. Et puis en plus, j'ai obligé de décaler certains rendez-vous. Je me suis dit, c'est pas possible. Je dois être à la hauteur de si j'accompagne. Donc j'ai fermé mon cabinet, ça a été très dur. D'ailleurs pendant 1 an, je recevais plus, mais j'avais gardé mon cabinet parce que j'arrivais pas à redonner les clés. Consultations en secret, vas-y, je te prends. J'arrivais pas à redonner les clés. Et du coup, et je suis devenue, en fait, chef d'entreprise. Alors ça s'est fait au fur et à mesure. Hein. Je pense que je suis passée d'entrepreneur à chef d'entreprise. Et au démarrage, quand tu as une start-up, tu 3-4 au début, tu structures pas tout de suite les choses. Et puis au fur et à mesure, quand ça commence à prendre de l'ampleur, ça nécessite d'autres compétences. Moi, je t'avoue que parce que la clinique e-santé, c'est une plateforme SaaS, c'est tout est en ligne. Il a fallu que j'apprenne le marketing digital, le SEO, je connaissais rien. Ensuite, qu'il a fallu que j'apprenne maintenant, je te le dis vachement à l'aise, c'est une plateforme ça, je savais même pas ce que c'était. Moi, je viens de la santé et je venais aussi, donc, puisque j'avais eu d'autres vies avant, de la partie business, je veux dire, les ressources humaines, je connaissais bien, la partie commerciale, je connaissais bien, mais entre le marketing digital et le marketing e-commerce que je connaissais 15 ans avant, c'est 2 mondes. Oui. Et donc, moi, j'ai eu l'impression de faire que des formations accélérées, d'apprendre que des choses. Donc, j'ai appris à essayer de m'entourer pour avancer. Et tu vois, aujourd'hui, au moment où on se parle, on passe à une deuxième phase, une phase, j'ai envie de dire, d'industrialisation noble, c'est-à-dire permettre à la clinique e-santé de passer un cap supplémentaire de développement pour pouvoir être, j'ai envie de dire, encore plus accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 800 patients jour, ce qui est énorme. 800 par jour? Oui. Ah, et donc, j'ai une responsabilité aujourd'hui, j'ai une vision et j'ai une très grande vision pour l'entreprise et donc du coup je suis passée avec l'étape de la levée de fonds. Alors si on en reparle il y a 2 ans ou 1 an à peu près où j'ai commencé, mais je savais même pas, on me dit alors vous êtes en précide, en série A, série B, et moi j'étais là mais de quoi on parle? Et alors pareil, et j'ai une chance, c'est que je peux m'approprier très vite un domaine. Donc en fait, par exemple pendant 1 semaine, je vais m'arrêter, je vais travailler qu'un sujet pour essayer de me l'approprier. Parce que une chose que j'ai appris, c'est que en tant que chef d'entreprise, on ne nous demande pas de savoir tout faire. Par contre, on doit avoir un vernis sur tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que si t'as pas de vernis, l'autre en face, il peut te la faire à l'envers. D'accord ? Alors que si t'as un vernis, on sait que t'as un petit peu, mais après, derrière, on te demande pas d'être l'expert. La différence entre... j'ai un bon chef d'entreprise, il sait quelles sont ses qualités, et à tous les autres endroits, il va chercher des compétences et des qualités complémentaires à la sienne, quoi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, mais je pense que je suis pas toute seule. Hein. J'enfonce une porte ouverte peut-être, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je doute tous les jours. Tous les jours, je me dis mince, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que parce que j'ai tellement, pour moi, c'est tellement important l'endroit où je veux l'emmener que je vais pas te mentir, des nuits je dors pas. Tu te dis par exemple quand tu as des périodes un peu difficiles et que tu sais pas si tu vas pouvoir payer les salariés le mois d'après, tu dis comment je vais faire ? Tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux. Moi, je les aime et alors après pareil, tu dois ça on peut en parler. Au démarrage, moi j'étais les psys de mes collaborateurs. Bien sûr. Super. Toujours. Comment tu fais la différence ? Au bout d'un moment, tu dois te dire stop. Ce ne sont pas. Là, je suis plus la psy. On n'attend pas de moi que je le fasse la psy. D'ailleurs, c'est pas leur demande. Ce qu'on attend de moi, c'est que je sois chef d'entreprise vis-à-vis d'eux, je leur donne une vision, un cadre et que je sois au clair. Et il a fallu que je bascule à ça parce qu'au début, j'arrivais pas à être suffisamment carré ou parce que trop dans l'empathie, trop dans la bienveillance. Voilà, j'ai rôle de psy, c'était. C'est ça, et c'est pour ça que tu comprends que j'ai dû faire cette scission, mais bon, je reste quand même, je pense moi, enfin, ouais. Bah, en tout cas, là, on arrive sur la fin. Comme ça, on va faire l'after podcast. On va parler de plein de sujets juste après. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on aborde sur les 2-3 minutes qui nous restent là maintenant pour terminer cette première partie de podcast qu'on n'aurait pas évoqué, ou en tout cas hyper important pour toi? On a abordé plein de sujets. Il y a peut-être un. J'aborde un sujet parce que je dois dire qu'en fait, il y a ce qu'on voit de ce que je fais, puis il y a les backstage.
Et en fait, un peu comme quand tu montes une émission, un podcast, ou on dit toujours, il y a les techniciens, il y a tout ça. Et je pense qu'on a aussi notre vie privée et les gens qui nous accompagnent. Et je pense que notamment la famille, les proches, les personnes qui nous aident à traverser les galères parfois aussi, parce que j'en ai eu plein, des galères à traverser. Et je pense que sans eux, moi, je serais pas arrivée à là où j'en suis aujourd'hui sans ces personnes qui, à un moment donné, m'ont soutenue, m'ont bousculée. Et ça, je pense que c'est important. Et puis aussi apprendre aussi des fois à se dire que lorsqu'il y a des personnes, toutes les personnes qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous bousculent un peu, qui vous amènent, conservez-les. Par contre, dans le chemin, il y a parfois des personnes qui vont pas croire en vous, qui vont changer. Il faut faire le tri. Parce que sinon, on n'avance plus. Faire le tri, et le tri se fait naturellement aussi, d'être OK avec le fait que les gens ne vont pas rester forcément. Voilà. Mais donc, le backstage est super important pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est important dans notre vie. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation aujourd'hui ? S'il y avait une seule chose que tu aimerais qu'ils retiennent, ce serait quoi ? Si tu négocies, tu peux en avoir deux. S'il y avait quelque chose à retenir, je reviendrai sur cette phrase de mon père, ose et ose encore. En fait, la vie qu'on a, elle est, je pense qu'en vrai, c'est pas sérieux. C'est un jeu de vie, et si on prend les choses trop au sérieux, on va se tromper de chemin de vie. Donc c'est pas si sérieux en vrai. Je te remercie, Christelle, pour cet échange. On va passer à l'After Podcast. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, Roger. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.